Bonjour, le thème d'un pour notre couple aujourd'hui sera l'altruiste en couple. C'est la deuxième partie pour ce profil. Je vous laisse écouter puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Pour ce thème, je me suis largement inspirée du livre de Véronique Cohn, Quel amoureux êtes-vous? Les 5 profils amoureux pour aimer et être aimé. Alors, vous êtes altruiste, que faire? Vous reconnecter à vous-même. Pour ces personnes qui s'aiment trop, la peur se loge dans le fait d'être jugé comme un égocentrique à l'idée de s'aimer et de ne prendre soin que de soi. Le travail à réaliser est plutôt d'être de nouveau capable de se tourner vers soi et vers l'autre dans la relation. Il s'agit de vous apprendre à revenir à vous, ce qui ne signifie pas rompre le lien avec l'autre. Si vous cessez de passer après l'autre, vous retrouverez votre intégrité, vous apprendrez à identifier vos propres besoins et gagnerez en autonomie pour ne plus vous perdre dans l'autre et arrêter de le sanctifier comme un dieu. Vous apprendrez aussi à poser vos limites, à aimer sans vous déserter ni vous nier. Et surtout, vous arrêterez de vous mépriser ensuite d'avoir tant donné à perte. Car celui qui aime trop est souvent aigri en raison de cet autre qui ne lui rend jamais tout ce qu'il lui offre. Cessez de culpabiliser. Ne vous culpabilisez pas de donner autant à perte et de ne pas obtenir l'amour escompté en retour. Ces traits de personnalité sont inscrits en vous depuis la plus tendre enfance, comme un mode adaptatif de survie. Votre identité est tellement construite autour du fait de s'occuper des autres que vous ne parvenez pas à changer de fonctionnement pour autant. Donc, que faire? Identifier vos besoins. Vous éprouvez de la frustration parce que vous ne recevez pas ce que vous avez l'habitude de donner facilement. Il y a 4 matières de faire circuler les signes de reconnaissance. Donner, demander, recevoir, refuser. Il est important de repérer celles qui sont moins investies, moins fluides. Chez vous, il y a un excès de distribution des signes de reconnaissance et vous donnez toujours trop, ce qui crée un déséquilibre. Demander ce dont vous avez besoin est compliqué pour vous. Recevoir des signes de reconnaissance positifs l'est encore plus. Vous avez tendance à poser un filtre déformant qui empêche de recevoir. Acceptez les signes de reconnaissance dont vous avez besoin et refusez ceux que vous ne voulez pas recevoir. Chez vous, tout jugement négatif est absorbé et pris personnellement. Vous avez du mal à remettre les critiques à leur juste place. Prenez plaisir à recevoir. Pour initier votre parcours du changement, commencez par apprendre à recevoir. Recevez pleinement et totalement les signes positifs que les autres vous délivrent, ingérez-les, profitez-en avec tous vos sens car vous avez tendance à ne pas vous appesantir dessus, à filtrer et à imaginer que ce n'est pas sincère ou que vous ne le méritez pas. Bref, vous vous arrangez toujours pour ne pas prendre. Arrêtez de vous oublier, de vous perdre dans les autres en prétextant que vous n'avez pas le choix. Ce qui risque d'être difficile, c'est de tolérer l'abondance. Vous avez du mal à recevoir beaucoup d'un coup. Vous le vivez comme trop. Apprenez à tolérer un petit peu plus, puis encore un petit peu plus pour agrandir l'espace des ressources. Vous parviendrez à mettre un terme à la culpabilité de recevoir au lieu de vous imaginer que vous ne le méritez pas. Sortez du rôle de sauveur. Comprenez une chose, si vous êtes dans une posture de sauveur, vous allez attirer ou être attiré par des victimes, c'est-à-dire des personnes fragiles à sauver, ou par des persécuteurs, c'est-à-dire des personnes qui vous reprochent de leur venir en aide alors qu'elles ne vous ont rien demandé. Le rôle de sauveur n'est jamais conservé très longtemps parce que sauver n'est pas aider. La frontière est subtile. Aider, c'est prendre soin sans prendre en charge, sans faire à la place de l'autre. Passer des moments de solitude à ne prendre soin que de vos besoins. C'est un retournement du je fais plaisir aux autres en je me fais plaisir. Quand le plaisir est là, accrochez-vous à lui en le faisant durer. Car vous aurez sans cesse tendance à repartir dans l'idée que c'est mieux avec quelqu'un pour le profil boulimique et qu'il n'y a pas de plaisir du tout pour le profil anorexique. Il y a toujours un manque de douceur pour soi chez l'altruiste. Posez vos limites.
Apprenez à dire non, à poser vos limites et à cesser d'aller au-devant des demandes. Vérifiez que la personne que vous vous empressez d'aider a véritablement besoin de vous. Prenez le temps d'écouter avant de déployer vos services tout azimut. Cultiver la gratitude envers les petits riens de votre quotidien peut se révéler être une pratique fructueuse pour vous empêcher de focaliser sur vos manques et pour apprendre à mieux les tolérer. Apprenez à reconnaître vos qualités au lieu d'idéaliser les autres, à en dépendre ou à les rendre dépendants. Dans la sphère de la sexualité, prenez conscience que vouloir bien faire pour l'autre n'est pas la meilleure stratégie pour une sexualité épanouie. Il vous faut changer cette posture de je prends en charge ton plaisir. C'est ce qui va permettre de faire de la place à l'autre, de lui laisser sentir son propre désir. Dans la sexualité, chacun est responsable du fait de se donner du plaisir avec le corps de l'autre. Ce n'est pas parce que chacun reprend la responsabilité de son plaisir qu'il n'y a pas d'amour. Pour votre profil, tous les types de psychothérapie sont adaptés, tout simplement parce que vous avez facilement accès à vos émotions. La gestalt thérapie, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, le TCC, les thérapies énergétiques vous conviennent. La pleine conscience, la méditation ou même une retraite silencieuse peuvent vous aider à vous recentrer et à moins vous laisser envahir par vos émotions. Alors, si vous êtes en couple avec un altruiste, que faire? Dans un premier temps, vous avez trouvé ses intentions charmantes, régénératrices et rafraîchissantes. En vous sentant si investi, vous avez alors peut-être déployé à votre tour une envie de donner en retour. Puis, curieusement, au bout d'un certain temps, vous vous êtes senti comme vidé de votre substance, vampirisé, envahi par trop d'amour. Pourquoi? Parce que en étant au centre de toutes les attentions, vous vous retrouvez dans la position de celui qui pourvoit à tous les besoins affectifs. Vous avez l'impression d'avoir un poids lourd sur les épaules. Donc, que faire? Identifier son marchandage affectif. En vous positionnant au centre de sa vie, l'altruiste s'aveugle et ne sait plus pourvoir à ses besoins d'être aimé ou regardé sans passer par vous. En vous attribuant un pouvoir que vous n'avez parfois même pas désiré ou réclamé, il vous rend otage de son amour. La tyrannie commence là. Derrière le masque du donnant, de l'aimant, l'altruiste exige d'être important pour vous. En vérité, il attend, mendie des regards ou de l'attention sans en être vraiment conscient. Car nous ne sommes pas toujours conscients de nos zones d'ombre. Gérer son sentiment d'abandon. Sachez que cette personnalité aura tendance à revisiter les moments d'abandon, de deuil ou de séparation qu'il a mal gérés. Dès que vous l'observez partir dans son scénario traumatique, n'alimentez pas la prise en énergie. Sachez orienter son attention sur ce qui va bien pour lui, ce qui lui ressource dans la vie. Aidez-le à vérifier que ses besoins peuvent être satisfaits au lieu d'anticiper l'inverse, car c'est son mécanisme privilégié. Après un moment de plein échange, si vous devez partir, il risque de paniquer ou de se montrer possessif, de vouloir plus de liens. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il ressent le vide existentiel plus que d'autres profils. Pour fuir ce vide, il s'accroche à vous comme une moule à son rocher. Apprenez à le questionner régulièrement sur ses besoins parce que lui n'en a pas l'habitude. Faites-le d'autant plus quand vous observez qu'il devient généreux à l'excès, s'agite, en fait trop ou cherche à s'adapter, à plaire. Apprenez-lui également à identifier ses besoins. Vous pouvez apprendre à votre partenaire à identifier ses besoins, permettez-lui de les sentir puis de les exprimer. Vous pourrez constater que l'altruiste a du mal à rester connecté à lui-même et à vous en même temps dans la relation. Il perd la connexion à lui dès qu'il est avec autrui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il se gère mieux seul. En effet, même si la solitude le renvoie à la peur du vide passé, il est plus apte à se sentir. Il est dégagé du regard de l'autre et de son évaluation. La juste distance. Il faut permettre à votre partenaire de comprendre que la distance relationnelle va l'aider en entrant en contact avec son vide existentiel dans la solitude. S'il arrive à s'en approcher sans être débordé émotionnellement, il va devenir capable d'avoir une relation, entre guillemets, normale, en sortant de la dépendance affective. Si votre partenaire est fier de ne pas avoir de besoin, aidez-le à comprendre que c'est faux, qu'il peut recevoir des soins, de l'aide, de l'attention et prendre tout simplement. Sachez que lui, il ne demandera jamais. Apprenez-lui à prendre de l'oxygène, de la nourriture, de la place.
C'est en lui donnant cette place que vous restaurerez un peu de son identité construite sur la fierté de ne pas avoir de besoin. Quand celui qui aime trop devient frustré parce qu'il est tyrannique ou possessif et qu'il s'imagine qu'il ne peut pas gérer sans vous, rassurez-le sur le fait qu'il compte pour vous sans forcément aller dans le sens de ses attentes. Restez aligné sur votre position, ne faites pas différemment pour lui. Vous pouvez l'écouter en douceur et le rassurer sur le fait que vous ne comptez pas partir. N'abusez pas de son côté serviable. Dites-lui que vous avez besoin de lui en fixant une limite. N'oubliez pas qu'il a du mal à se connecter à lui et à dire non. Et lorsqu'il ne peut s'empêcher de donner des conseils que vous n'avez pas demandés, arrêtez-le gentiment. Quand la crise survient, l'altruiste a tendance à éviter le conflit, à faire profil bas et à arrondir les angles. Il s'oublie, tente de nier sa colère et se tourne toujours et encore plus vers vous en s'adaptant. Puis, quand le lien redevient sécurisé, ce profil, particulièrement émotif, peut perdre sa lucidité et son objectivité. Il se met à croire dur comme fer que l'autre a tous les torts et se perd dans les couches émotionnelles. D'altruiste, il tourne tyrannique. Il aura du mal à vous écouter car il va camper sur son argumentation envers et contre tout. Vous devenez possiblement manipulateur, pervers, négligent, malveillant. En ce cas, laissez passer la crise émotionnelle, ne le prenez pas trop personnellement, et si vous tenez à votre partenaire, tentez de sécuriser le lien en lui montrant qu'il compte pour vous et occupe une place très importante dans votre vie. Prenez-le dans les bras, soyez démonstratif, attentionné, communiquez. Les altruistes sont des êtres qui adorent dialoguer et qui sont souvent adeptes de la communication non violente. Alors, avec quel profil l'altruiste est-il compatible? L'altruiste avec le frileux, il s'attire. L'altruiste a envie de sauver le frileux et de lui donner tout son amour pour le réchauffer. Seulement, l'altruiste ne sait malheureusement pas se protéger du frileux lorsque celui-ci va prendre ses distances. Il risque de se sentir blessé et d'accroître sa peur de l'abandon. Altruiste et altruiste, ils ne restent pas très longtemps ensemble si ce n'est dans une reconnaissance gémellaire. Altruiste et dominant. Celui qui aime trop ne sait pas dire non et a du mal à fixer ses limites. Il peut donc supporter quelqu'un qui le domine. Le dominant, lui, est un contre-dépendant. Il peut devenir agressif car il évite ainsi la vulnérabilité. L'altruiste va être admiratif de ce type de profil qui s'affirme facilement et qui peut prendre le pouvoir sur lui. L'altruiste est le planqué de l'amour. Ils ont des points en commun. Le point faible de cette alliance, c'est que le planqué va avoir envie de se sentir libre et ne le dira pas ouvertement à l'altruiste. Ils peuvent fonctionner ensemble en mettant sous le tapis ce qui ne va pas. Il y aura des zones de déni qui pourront s'enquister à terme et remonter sournoisement à la surface plusieurs années plus tard. L'altruiste est le clivé de l'amour. Le premier donne trop, le deuxième donne un bout de lui. L'altruiste pourra s'accommoder du clivé et s'y adapter en s'imaginant que c'est lui qui a un problème. Le clivé profite de la générosité de l'altruiste. Le clivé romantique reste fidèle et engagé dans le lien. Quant au clivé sexuel, il profitera des avantages de l'altruiste et se désengagera dès que l'herbe sera plus verte ailleurs. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle de votre point de vue et en écoutant celui de l'autre et en essayant de savoir qui est altruiste dans le couple ou s'il n'y en a pas, de passer au profil suivant la semaine prochaine. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.